Tout d'abord, merci de nous donner la possibilité de partager notre expérience dont on espère qu'elle sera utile à d'autres équipes et d'autres établissements. Dans notre établissement, nous avons recours au Méopa, comme dans beaucoup d'établissements, pour des soins douloureux ponctuellement, mais également du fait d'être dans un établissement avec beaucoup d'unités de SMR, nous réalisons des injections intramusculaires de toxines botulinques dont il a été fait le choix d'organiser ces gestes dans une même unité avec une équipe dédiée formée à l'accompagnement de ces gestes et notamment à la prise en charge de la douleur. Cette unité a ouvert en 2012 et jusqu'en 2024, nous avons utilisé dans ces locaux qui ont la particularité d'être au sous-sol et sans système spécifique d'extraction, des masques standards et des T-ballons. Alors en 2024, il se passe deux choses. D'une part, on fait le constat que une symptomatologie qui existait depuis longtemps, qui au départ était plutôt une sensation d'euphorie et des céphalées pendant les gestes, se majore avec des difficultés de mémoire, de concentration chez un certain nombre de professionnels de l'équipe, des sensations de lourdeur des membres inférieurs, des paresthésies qui surviennent non seulement pendant les soins, mais aussi après les soins, et donc quelque chose qui s'inscrit dans le temps sur des symptômes qu'on avait ressentis initialement comme n'étant pas graves et étaient liés à des fuites ponctuelles autour du masque. Et puis s'ajoute à ça l'arrivée d'une nouvelle professionnelle qui, très rapidement, dès les premières séances d'injection, nous fait part des mêmes symptômes. Donc là, on ressollicite le service de santé au travail et puis on alerte notre service de prévention des risques professionnels. Oui, alors là, nous sommes en mai 2024. Je n'ai pas encore pris officiellement mon poste et donc je suis alertée par à la fois le pôle et le service de santé au travail. Alors, entre la situation décrite, les symptômes rapportés et l'inquiétude exprimée, je sens qu'il faut agir quand même assez rapidement, ne serait-ce que pour contenir un petit peu la situation. J'échange avec le médecin du travail, qui était encore en poste à ce moment-là, puis je vais visiter le service. Et j'observe à la fois les éléments visibles de l'environnement de travail des professionnels, les plus exposés bien sûr, donc les salles de soins, le matériel, le système d'aération. Puis j'échange avec l'équipe ce qui me permet d'étoffer un peu plus mon recueil de données pour savoir comment je vais orienter ma proposition. Et à ce stade, je considère qu'il est nécessaire d'objectiver l'exposition et je propose une métrologie atmosphérique, ce que je valide avec mon DRH. Et à ce stade, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu puisque les prestataires en charge de ce type de prestations sont difficiles à identifier et sont surtout sursollicités, malgré le fait que j'avais un contact par un collègue préventeur, que je remercie encore. Et donc, entre le premier contact avec cette entreprise extérieure, où je peux nommer, hein, il n'y a pas de secret, c'est Veritas, le calibrage de l'intervention et le fait qu'ils viennent sur place réaliser les prélèvements, il s'écoule 3 mois. Pendant ces 3 mois, je mets quand même les choses un peu à profit. J'étudie toute la documentation sur ce risque méopa et donc c'est à travers notamment la lecture des publications de l'INRS. Comme tout préventeur qui se respecte, l'INRS reste une source fiable à laquelle on fait référence au quotidien presque. Et donc c'est là que je découvre les travaux qui ont été réalisés donc à Rennes il y a une dizaine d'années à peu près, avec la CARSAT Bretagne de mémoire. Donc là, nous sommes fin octobre 2024, hein, je reçois les résultats qui sont sans équivoque, hein, puisqu'ils sont mauvais, puisque pour certains professionnels, nous sommes à presque 400 fois supérieurs à la valeur recommandée en termes de taux d'exposition. Bon, là, donc, je communique bien sûr ces éléments à ma direction, qui communique les éléments au pôle. Et monsieur Huc, mon DRH, prend immédiatement la décision de mettre en place une cellule de crise. De mon côté, je contacte directement mon homologue de Rennes, donc Bénédicte Delvoye, que j'avais repéré donc dans les publications et qui a pu me faire part de son retour d'expérience quant au dispositif de prévention qu'ils avaient mis en place. On parle d'une machine, on me parle effectivement de masques un peu spécifiques commercialisés par le seul fournisseur en France sur le sujet.
Dans la foulée, je contacte ce fournisseur et je contacte également la CRAMIF, puisque au-delà de nos difficultés d'identifier du matériel et autres, on avait quand même une problématique qui était celle de l'aération, de la ventilation, et on avait besoin d'une expertise un peu globale sur les choses. Voilà, pour finir, j'ai recensé bien sûr tous les pôles utilisateurs de Méopa sur l'établissement, puisque l'UFAM était le plus visible, mais ce n'était pas le seul à utiliser le Méopa. Donc ça, c'est pour ma casquette, on va dire, de prévention des risques. Et en parallèle, il y avait le volet gestion de crise, donc, qui était pris en main par le DRH, Monsieur Huck, dont je vais me faire porte-parole aujourd'hui. Donc effectivement, première chose, informer le pôle, bien sûr. À partir de là, les choses s'accélèrent, c'est-à-dire que le docteur Henbel demande demande tout de suite la fermeture de l'UFAM, donc le service sur lequel elle travaille. Une première date de cellule de crise est fixée et Monsieur Huck, donc notre DRH, fait le choix de rassembler dans les discussions tous les acteurs quasiment en charge de ce sujet, qui auraient un lien avec ce sujet. Donc, nous voyons bien évidemment l'encadrement des pôles utilisateurs de Méopa, le service de santé au travail, la direction des soins, la pharmacie, la direction des services techniques, ce qui sera en question de travaux à un moment donné, la direction des achats, le service de prévention et d'infection associé aux soins, la DRH et le président de CME, bien sûr, et également Madame Penay, qui est notre directrice générale, qui se retrouve autour de la table dès le départ avec nous, et ce sujet est pris très au sérieux. De mon côté, j'arrive avec des axes de travail pour qu'on puisse avancer concrètement, et puis le DRH prend en main, on va dire, le pilotage institutionnel des échanges. Et c'est ce qui donne finalement à la fois un rythme et une direction commune. Pour la suite du volet de la gestion de crise, donc ces réunions deviennent finalement notre espace central d'échange où nous nous retrouvons au départ à peu près une fois par semaine. Et chaque réunion permet d'avancer, d'acter, de décider, de suivre la majorité des sujets plutôt. La réorganisation des soins sans Méopa, puisqu'il va falloir à un moment donné l'acter. La présentation commerciale des dispositifs de la société Puramed, que je fais venir assez rapidement. Les bonnes nouvelles de Madame Hervé, la responsable de notre antenne CRAMIF, qui m'annonce que l'INRS serait intéressée pour nous accompagner dans notre démarche. Autant de vous dire qu'on pourrait difficilement faire mieux. Et donc les équipes de l'INRS et la CRAMIF se retrouvent un jour avec nous en cellule de crise fin décembre 2024. Et après le constat commun qu'on était quelque part sur la bonne voie, les étapes vont s'enchaîner et elles s'enchaînent, j'ai envie de dire, jusqu'à ce jour. Donc entre-temps, le choix du matériel et des consommables sont faits pour Puramed, parce que c'est le seul, comme je vous l'ai dit, à dispenser ce matériel. On achète du matériel de détection également. On travaille également sur la logistique et le circuit des nettoyages des masques, qui est un vaste sujet, et l'organisation de formation au nouveau dispositif de Puramed, puisque c'est quand même un changement clairement des pratiques. Ça va également jusqu'aux mesures de santé au travail, avec notamment la prescription de bilan biologique. Alors, je ne m'étendrai pas sur ce point, ce n'est pas mon périmètre, mais les éléments seront sur le diaporama pour ceux qui auraient besoin de ces éléments. Voilà, et donc c'est cette articulation en réalité qui a vraiment permis de garder cette ligne claire dans cette période qui était pour le moins sensible, et pendant laquelle le docteur Henbel ne s'est pas ennuyé non plus. Alors sur le terrain, nous on est dans une situation où le service est fermé. En fait, nous avons deux missions. D'une part, tâcher de maintenir l'activité d'injection de toxines botuliniques, mais cette fois-ci sans Méopa, ce qui n'a pas été possible avec tous nos patients, notamment la population pédiatrique qui en nécessite vraiment. Mais nous sommes réorganisés pour tous ceux qui pouvaient bénéficier d'autres solutions d'analgésie. Donc il a fallu trouver de nouveaux locaux pour poursuivre l'activité, transférer le matériel, se réorganiser avec l'équipe. Et puis d'autre part, il a fallu participer à toute cette dimension de crise en communiquant avec nos équipes, en leur permettant de bénéficier de suivi aux santé au travail. Et puis participer aux cellules de crise où effectivement
on a contribué à l'écriture du cahier des charges par rapport à nos besoins et notre activité. On a travaillé en lien avec la pharmacie et le SPIAS pour les circuits de nettoyage, pour les procédures d'hygiène. Et puis on a eu de nouveaux prélèvements métrologiques dans l'unité qui nous ont permis de la réintégrer. Par rapport au nouveau dispositif, donc c'est le matériel Puramètre qui a été retenu avec des masques à double enveloppe, plus ou moins valve à la demande. Mais pour cela, il a fallu former nos professionnels à l'utilisation de ce matériel. Également de nouveaux professionnels qui ont dû être recrutés parce que certains professionnels étaient inaptes à l'utilisation du Méopa. Et puis, il a fallu également installer ce dispositif, qui dans notre unité est un dispositif fixe. Donc, il a fallu déterminer l'endroit où le positionner et réaliser les travaux pour en permettre l'installation et prévoir de nouvelles interventions métrologiques. En parallèle, on continue à développer le recours aux alternatives, notamment l'utilisation du casque de réalité virtuelle. Une fois le dispositif obtenu, pour la reprise de l'utilisation du Méopa, en fait, ça s'est fait en 2 temps. Dans un premier temps, sur des séances tests. Et là, on a eu la chance de bénéficier de l'accompagnement de l'équipe de l'INRS, qui, pour les premières séances, nous a équipés de tout un tas de capteurs qui ont été présentés tout à l'heure. Pour s'assurer que le dispositif en place permettait une bonne protection des professionnels. Ça a également permis de repérer très vite éventuellement les moments où il pouvait y avoir encore des petites fuites du fait de notre gestuelle. Et en fait, ça nous a permis d'affiner non seulement nos procédures, mais nos façons vraiment de faire sur le plan pratique. Ce qui a beaucoup rassuré aussi l'équipe avec des prélèvements qui sont revenus très favorables. Donc maintenant, nous avons pu reprendre cette activité avec la prévision d'un suivi métrologique qui l'accompagne. Bon, en termes de temporalité de la démarche, ce qu'on peut en retenir finalement, c'est que l'alerte a été donnée fin mai 2024. Les soins sans Méopa, on pourrait reprendre en décembre à peu près 2024. Le temps que s'effectue la mise en place des nouvelles mesures de prévention et qu'elles s'accompagnent, notamment avec l'INRS, le redémarrage s'est fait en juin 2025, donc à peu près 1 an après, quasiment jour pour jour presque. À ce jour, on est encore dans une phase d'ajustement. Il faut continuer à former les équipes, accompagner le projet. Et d'ici la fin de l'année, on a quand même le projet d'inclure un axe spécifique au Méopa, dédié au Méopa au sein du CLUD, donc comité local, comité de lutte, aidez-moi, voilà, contre la douleur, merci, pour permettre une réelle poursuite de la démarche et que les choses soient incluses finalement en routine sur l'établissement. Et nous vous parlons depuis tout à l'heure de masques à double enveloppe. Je pense que vous avez eu quelques présentations à ce sujet. Bon voilà, c'était pour illustrer un peu plus. Voilà, donc ce masque qui permet à la fois de diffuser le gaz et de retenir les résidus pour éviter que ça se diffuse dans l'air ambiant. Également, nous avions quelques points de vigilance sur lesquels nous voulions revenir. Le premier étant que cette crise Méopa est venue un peu bouleverser les idées reçues, c'est-à-dire que jusqu'ici, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'était un produit qui, dans l'esprit commun, paraissait sans risque et assez facilement utilisable. Donc ça, c'est venu un petit peu changer la donne, surtout avec ce que vous avez pu entendre depuis ce matin, j'imagine. Également qu'il y a une nécessité de recourir à l'ensemble des acteurs pour une implication à tous les niveaux parce que ça exige finalement un pilotage et un copilotage multiples. C'est au-delà de l'investissement dans les aspects matériels, je dirais que c'est un peu le facteur clé de succès de la démarche. C'est vraiment cette implication à chaque étage des professionnels, en fait, avec un objectif final qui est d'avoir des nouvelles pratiques sécurisées. Également, bien sûr, le coût du matériel qui peut être un frein. Alors, je le dis parce que je sais que la question est régulièrement posée.
L'investissement à hauteur, l'investissement, pardon, nous avons acquis trois machines dans l'établissement, effectivement un dispositif fixe sur l'UFAM et 2 dispositifs mobiles, des dispositifs Niki. Et nous sommes entre les machines et les consommables à un investissement à hauteur d'environ 110 000 € actuellement. Voilà, également bien sûr le point sur la formation des soignants et voilà, le Mayopa qui aura bien évidemment à poursuivre. Un petit mot également sur la communication puisque c'est dans ce genre de crise, alors là j'ai encore ma casquette préventrice, bon, bah, voilà, ça génère de la peur, de la colère, parfois des tensions, des débats. Donc voilà, tout le monde, l'idée c'est de garder un peu la tête froide, de prendre un peu de hauteur et de rassurer autant que possible, d'autant plus que quand les choses sont prises au sérieux. Juste 3 mots de conclusion. Ce qui nous a semblé important pour pouvoir mettre en place une démarche de prévention, c'est déjà avoir pris conscience de l'exposition et du risque potentiel. Et ça, c'était vraiment la chose déclenchante. Par la suite, c'est s'organiser, se mettre tous autour d'une table. Et c'est une démarche qui est donc complexe mais réalisable. Et nous continuons à poursuivre notre réflexion pour que ce soit intégré dans notre routine, tout en restant vigilant aux recommandations qui pourraient suivre. Docteur Henbel, oui, Madame Blanc. Je voulais simplement adresser nos sincères remerciements à quelques personnes quand même. Je sais qu'il faut que je fasse vite. Donc la CRAMIS, bien évidemment, Madame Hervé et son équipe, l'INRS, Eddy Langlois et son équipe, le docteur Locher, donc médecin du travail, le service de pathologie professionnelle de l'établissement Fernand Vidal, hein, qui a été également très présent pour les professionnels. Et bien sûr l'ensemble des acteurs des hôpitaux Paris-Asval de Marne, les équipes médico-soignantes, les directions, la pharmacie, le laboratoire bien sûr, et également Puramed parce qu'ils sont extrêmement réactifs.